cas, merci d'être là. L'objectif de cet atelier, qui est très court, hein, puisque j'ai 30 minutes, c'est de vous présenter Phrasea. Phrasea, c'est notre toute nouvelle solution de digital asset management. C'est un produit qu'on a entièrement réécrit, en fait. On ne s'est pas posé trop de questions. On a exploité pendant quasiment 20 ans Phraseanet. Et puis on était arrivé au bout des capacités architecturales du produit. Donc on a pris la décision, il y a maintenant 3 ans, de réécrire entièrement la solution. Et pour arriver à ces fins, la première chose qu'on a fait, c'est écrire un modèle d'ACL, donc un modèle de droit. Et ensuite, on est parti sur une architecture API First. Voilà. On a repris tout ce qui a fait le succès de Phraseanet, donc tout ce qui marchait très bien dans Phraseanet et qui a permis de servir des centaines de millions d'assets dans le monde entier à des utilisateurs, de les organiser, de les indexer. Et on a intégré dedans tout ce qui nous manquait. Bonjour. Tout ce qui nous manquait pour... super. Tout ce qui nous manquait pour faire une solution moderne. Je ne vais pas passer plus de temps sur les diapos. Je pense que c'est plus intéressant de vous montrer tout de suite la solution. Donc Phrasea, c'est une architecture de service. Toute la partie de l'authentification a été confiée à Keycloak. Keycloak, c'est un identity manager. En fait, ça va permettre de gérer de façon extrêmement sécurisée toute la couche d'authentification des utilisateurs et de s'interconnecter avec n'importe quel type de SSO existant. Donc si vous avez besoin de faire du Google Authentication, du SAML, de l'OpenID, du Azure, tout est nativement intégré et prévu dans Keycloak. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on s'affranchit de toute cette couche. Keycloak, c'est développé par Red Hat. Donc c'est vraiment un produit qui est sérieux et qui est très efficace. Ça permet surtout de s'interconnecter avec plusieurs annuaires. Donc vous pouvez avoir plusieurs systèmes d'authentification branchés sur le Keycloak. Le point sur lequel on va s'intéresser le plus particulièrement là, pendant cette présentation, c'est Databox. Donc Databox, c'est le cœur du système Phrasea. On va retrouver dans Databox quelque chose qu'on avait déjà dans Phraseanet, qui était des bases de données. Alors dans Phrasea, ça s'appelle des workspaces. Ces workspaces, on peut en créer autant qu'on veut en fonction des besoins. Et au sein des workspaces, on va trouver des collections. La grosse évolution, c'est que maintenant, dorénavant, les collections sont hiérarchiques. Donc je peux créer la hiérarchie de l'arborescence dans mes collections, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le gros avantage aussi, c'est qu'un même document peut appartenir à plusieurs collections. Donc un même asset peut appartenir à plusieurs collections, soit sous forme d'une duplication, soit sous forme d'un alias, c'est-à-dire qu'il est juste référencé dans une autre collection, avec bien évidemment derrière tout le système intelligent qui va permettre de supprimer ou de proposer à l'utilisateur, quand il supprime un document d'une collection, savoir s'il faut le supprimer toutes les collections, juste le déférencer dans cette collection, etc. Pour ajouter des médias dans le système, c'est très simple. Donc, comme je vous le disais en préambule, hein, on est API first. Donc, bien évidemment, il y a toutes les routes qui permettent de charger des images à travers les API. Mais on a surtout, au sein des interfaces, plusieurs méthodes pour charger des médias. Donc, je peux simplement ici cliquer sur le petit plus pour aller ouvrir une fenêtre dans laquelle je vais simplement glisser, déposer des médias. Donc, je vais aller sur mon bureau chercher quelques photos. Donc, je vais prendre des photos qui sont ici. J'en prends quelques-unes parce que ça ne sert à rien d'en charger trop. Et je les glisse et je les dépose sur mon interface. À partir du moment où je les glisse et je les dépose sur mon interface, les images vont charger. Je vais pouvoir ici aller choisir dans quelle collection précisément je veux ajouter mes médias. Et je vais aussi pouvoir à la volée créer une nouvelle collection. Donc là, je peux dans Workspace Demo créer une nouvelle collection dans Webinar et dire, je l'appelle All for Content. All for Content. Hop, je valide et j'ai maintenant une nouvelle collection. Et si je clique ici, je vais pouvoir continuer à descendre dans la hiérarchie. Ensuite, pour renseigner mes médias, je peux utiliser des modèles de fiches d'indexation que j'aurais préalablement créés. Donc quand j'ai indexé ou quand je vais aller choisir ici des tags sur mes médias, le tag à indexer, le titre, tous les attributs qui ont été définis, donc là tout est totalement paramétrable, hein, j'organise mes attributs exactement comme je l'entends. Une fois que j'ai défini par exemple le lot d'images que je veux indexer, je peux créer un modèle
d'accord, typiquement sur des codes rayons dans la grande distribution ou des choses comme ça. Je vais pouvoir créer un modèle et ce modèle, je pourrais le réutiliser et ce modèle, je pourrais définir s'il peut être partagé avec d'autres utilisateurs, réutilisable et surtout, je peux cascader des modèles. Donc, quand j'ai utilisé un premier modèle ici, en lui disant je veux remplir avec ce modèle-là, je peux lui dire derrière rajoute-moi aussi le modèle derrière webinar template et il va cascader les modèles. Bien évidemment, on est capable d'aller lire toutes les métadonnées présentes dans un fichier en lecture et en écriture, et on verra qu'au niveau de la définition des attributs Phrasea, on a des fonctionnalités aujourd'hui qui vont permettre de composer un attribut, un champ, à partir d'informations en provenance d'un autre champ. Typiquement, je pourrais créer un champ description dans lequel je dirais ce document a été produit le contenu du champ date par contenu du champ crédit et illustre contenu du champ produit, etc. Et tout ça, ça permet d'aller créer automatiquement l'indexation sur les champs. Une fois que j'ai terminé, je clique simplement sur « Ajouter » ici, et mes médias vont se transférer dans mon système. Donc là, le processus de transfert va se faire automatiquement. Je retrouverai ensuite mes médias dans mon interface. Bien évidemment, je dispose de toutes les fonctionnalités pour déplacer les médias d'une collection à une autre, pour les indexer. Et on a, parce que de toute façon, c'est effectivement au goût du jour, développé dans Phrasea une couche qu'on appelle les intégrations. Et en fait, les intégrations, ça va vous permettre d'interconnecter votre application Phrasea avec n'importe quel outil de votre système d'information. Que ça soit de l'IA ou que ça soit un PIM ou d'autres outils du système d'information. Ces intégrations, elles sont gérées de façon indépendante. On utilise nous-mêmes nos propres intégrations. Par exemple, pour fabriquer toutes les sous-définitions de vos assets, on utilise intégration. Quand je double-clique sur un média ici, je vais afficher la vue détaillée de son média. Donc, je peux voir les différentes résolutions qui ont été fabriquées. On a poussé beaucoup plus loin le bouchon sur la fabrication des sous-résolutions aujourd'hui, puisqu'on ne va pas utiliser pour fabriquer une vignette le document original, qui est un JPEG de 10 mégas. On va lui dire non, pour fabriquer le JPEG, tu vas aller chercher un parent. Pour fabriquer la vignette, tu vas aller chercher un parent qui est déjà une base def. Du coup, on va optimiser les processus sur les machines, utiliser moins de ressources matérielles et être beaucoup plus rapide sur la fabrication des previews. Bien évidemment, sur un asset, je vais retrouver, c'est pas du tout là que je voulais cliquer. Alors après, ça peut se faire effectivement, soit on va le voir, on a intégré tout un système de notification et d'abonnement qu'on peut faire sur les collections. Rapidement, avant d'aborder ce sujet, on va retrouver qui est le propriétaire de l'asset, toutes les métadonnées, on va retrouver toutes les informations sur la photo, donc son ID, la date à laquelle elle a été ajoutée, quel workspace, quelle collection, donc on voit que cette image peut appartenir à plusieurs collections. On va pouvoir aussi ici retrouver les intégrations qui ont été faites. Donc typiquement sur cette photo, si je veux faire un détourage, retirer le background, je me connecte à Remove Background, qui est une intégration qu'on a faite, et qui va me permettre de faire un détourage sur ma photo. Une fois que j'ai terminé mon détourage, je pourrais simplement enregistrer le résultat comme étant une nouvelle version dans le système. On va le faire par exemple sur une autre image. Je vais prendre ici cette... Ça va fabriquer un JPEG, je crois. Ou avoir, je ne sais pas. Je crois qu'on doit pouvoir le paramétrer. Sur cette image, par exemple, je vais vouloir ouvrir une discussion parce que je m'aperçois que sur la photo, ici, si je zoome dessus, vous voyez, il y a quelqu'un qui a rajouté un petit picto sur l'image, enfin un petit tag sur l'image. Et je vais, par exemple, pouvoir ouvrir une file de discussion en disant « at » et je vais appeler quelqu'un de mon organisation, Jennifer, et je vais lui dire « il faut retirer le tag ». Il faut retirer le tag sur l'image. Voilà. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais le tag, on ne le voit pas. On est d'accord, il est vraiment en tout petit. Donc ce que je vais pouvoir faire, qui est très intéressant ici, c'est que je vais dire, je vais dessiner sur ma photo un carré sur mon tag. Et ce carré, je vais écrire dessus à retirer. Une fois que j'ai terminé ça, j'ai bien mon bloc qui vient d'apparaître ici, j'ai bien un bloc qui vient de se créer ici dans mon image, et je pourrais en dessiner comme ça plusieurs sur mon image. Une fois que j'ai terminé, je vais simplement cliquer sur « Envoyer ». Ça va envoyer une notification à l'utilisateur. Donc c'est pareil pour le système de notification, on a intégré Novu dans l'application, donc c'est un des systèmes de notification les plus évolués qui existent aujourd'hui, qui va éviter de bombarder un utilisateur avec 50 messages parce qu'il y a 50 photos qui ont été ajoutées sur la photo. Donc là, je peux ensuite, bon, moi, par défaut, je suis follower sur la photo, mais ici, je vais pouvoir définir si je veux être informé des mises à jour, des suppressions ou des discussions ouvertes sur un document.
De la même manière, je vais pouvoir ici appeler une intégration qui est un outil de retouche d'image. Donc je vais faire un truc très simple, je vais l'enregistrer en version noir et blanc. Je transforme simplement mon image en version noir et blanc. Puis une fois que j'ai fait cette transformation, je vais dire bah, ça c'est la version noir et blanc. Une fois que j'ai défini que c'était la version noir et blanc, je clique sur enregistrer. Mon image est enregistrée, donc on va bien avoir ici maintenant l'original qui était mon image originale et la version noir et blanc. Et j'ai une fonction ici qui va me permettre de dire ok, maintenant je veux substituer mon document original et remplacer l'asset original. Et à ce moment-là, je vais remplacer l'asset original et c'est cette version-là qui va devenir ma master, ma version principale. Et on va tout de suite voir d'ailleurs, si je quitte l'interface et que je relance une recherche ici, bah, que mon image ici, la vignette, a été recalculée tout de suite en noir et blanc et la preview aussi. Bien sûr que si. L'original existe. Si je veux revoir l'original ici, je vais simplement cliquer sur éditer mon image. Je vais aller ici dans les outils d'édition et je vais retrouver mon versionning de ma photo. Ouais. Donc là, je retrouve toutes les versions. J'ai bien évidemment la possibilité de revenir à une version antérieure ou supprimer une version parce que finalement, j'ai plus besoin de la conserver. On va retrouver aussi au niveau des images les workflows. Donc on a intégré notre propre moteur de workflow et je peux ici aller éditer un workflow. Donc on va voir que quand j'injecte une image, il y a tout un tas d'opérations qui sont cascadées, y compris la soumission des images à des outils d'intelligence artificielle que je ne vous ai pas montré. Mais là, il y a lecture des labels sur les photos, il y a lecture des textes, il y a lecture et création des visages. Donc on va analyser un visage, dire c'est une femme, elle sourit, elle porte des lunettes, etc., etc. Et si on reprend encore une fois par exemple cette image, on va regarder ici au niveau des informations, pardon, pas des informations, des attributs, que l'image a été analysée par les moteurs d'intelligence artificielle. Donc il a vu architecture, building, fourniture, maison, patio, pergola. Donc tout ça, on peut affiner la pertinence de l'analyse qui est faite sur l'image. Et il a surtout été chercher les textes présents sur la photo. Donc on voit bien ici qu'il a trouvé « Bienvenue sur le site où brûle la flamme des Jeux Olympiques, Paris, la vasque, etc. » qui est tout ce qu'on retrouve sur notre image. Donc tout ça est traité automatiquement par les moteurs d'intelligence artificielle avec lesquels on s'est interconnecté. Après, sur la partie indexation, donc, de la même manière, ici, je vais choisir une série d'images et je vais cliquer rapidement sur le bouton « Modifier ». Je vais rentrer dans la fenêtre d'indexation. Donc on a gardé les processus d'indexation en lot tels qu'ils existaient dans nos anciennes versions. Et je vais pouvoir décider d'appliquer les modifications sur une ou toutes les images de ma série. Typiquement, ici, si je décide d'aller, par exemple, ajouter des mots-clés sur cette série d'images, je vais les mettre sur le champ mots-clés et sur ces mots-clés, je vais par exemple dire Paris 2024 comme mot-clé, ajouter le mot-clé. Donc bien évidemment, je gère les mots-clés dans les différentes langues. Donc il y a une intégration complète du multilinguisme au niveau de l'indexation. Et je vais ensuite pouvoir dire, ajouter ici par exemple sur cette photo-là, dire ça, il y a la scène, je vais ajouter la scène. Ici, je vais ajouter stade. Alors, je travaille vite parce que j'ai peu de temps, mais là, je ne les mets pas dans la bonne langue. Je suis en train de les mettre en anglais, vous m'excusez. Je vais dire stade. Ajouter le mot-clé. Là, je vais dire flamme. Ajouter le mot-clé. Et je vais ensuite ici, si je reprends toutes mes images et que je passe ici sur la liste des valeurs, je vais retrouver la liste de tous les termes que j'ai ajoutés sur mes différentes photos. Alors, je ne les ai pas tous ajoutés parce que j'ai travaillé un peu trop vite. Donc, on voit le nombre d'images sur lesquelles il y a des valeurs. D'accord ? Je peux à tout moment revenir en arrière. Donc, il y a des fonctions marche arrière, marche avant qui permettent de revenir en arrière si j'ai fait des erreurs dans mon indexation. Et quand j'ai terminé, je peux revenir sur les valeurs originales. Donc, au départ, tout était vide. Donc, je reviens sur la valeur vide. Quand j'ai terminé, je clique sur enregistrer. Il va me confirmer qu'il ajoute l'ensemble de ces valeurs sur mes images. D'accord ? Il le fera pour tous les champs en me disant voilà tout ce que je m'apprête à faire comme modification. Je clique sur enregistrer. Mes images sont enregistrées. Je valide l'enregistrement. Phrasea intègre aujourd'hui des outils qui vous permettent de faire de la recherche assistée. Donc si je commence à taper le terme Paris, il va me proposer tous les termes qui commencent par Paris 2024. Donc il y a l'auto-complétion sur les requêtes. On a la possibilité de trier les requêtes. Donc si je vais chercher par exemple sur un autre workspace, je vais dans Phrasea Collection. Ici, je vais dans Architecture. Et je vais lui demander de faire un tri de mes résultats. Alors je vais enlever Paris 2024 parce qu'il n'y a rien forcément. Je vais faire une requête ici en lui disant maintenant je voudrais que tu me tries tous mes résultats sur le pays. Et à ce moment-là, je vais rajouter un filtre sur le pays et je vais dire ça devient mon critère principal de tri de mes réponses. Je clique sur appliquer, regrouper les résultats par section et à ce moment-là, il va me regrouper
toutes mes images et tous mes résultats par section, par pays, parce que je l'ai demandé comme critère de tri principal. On est sur une fenêtre en infinite scroll, donc je peux scroller à l'infini sur les recherches. On a un système de gestion de tags, donc qui sont des vrais tags, et ça va nous amener maintenant... alors on a aussi développé très récemment, et qui vient d'être implémenté, un parseur de requêtes qui va me permettre de faire des requêtes très compliquées, y compris des requêtes sur des plages, typiquement des plages de EAN. Je pourrais tout à fait ici dire je vais aller me mettre sur le champ EAN, et je vais lui demander la plage qui va de temps à temps, en fonction du type de champ. Le parseur de requêtes se met à jour avec uniquement les conditions possibles. D'accord ? Ces requêtes, je peux les enregistrer, bien évidemment, les mémoriser. Et l'objectif à terme, ça va être aussi de pouvoir dire je veux alimenter une story ou je veux alimenter une collection à partir d'une requête que j'aurais fabriquée avec le parseur de requêtes. Ou alimenter un panier, par exemple, automatiquement avec une requête automatique. De la même manière que je me suis abonné tout à l'heure sur un asset, on l'a vu, je peux ici demander à être abonné aux notifications sur tout un workspace et je peux dire je veux être informé de tous les ajouts, de toutes les suppressions, de tous les déplacements ou de toutes les mises à jour sur les assets qui sont faits sur cette collection. Donc le modèle d'ACL a vraiment été pensé pour aller très très loin. Bien évidemment, les droits, et on va rentrer dans une partie un tout petit peu plus technique. Alors l'interface est développée de manière fluide, donc je vais effacer mes filtres ici, je termine juste sur cette partie-là. Je réinitialise ici mes filtres, je vais passer sur la vue liste, donc j'ai une vue liste ici qui va me permettre de afficher mes documents. On a fait une intégration qui est super intéressante ici, c'est qu'au niveau de la gestion de mon affichage, alors je ne sais plus où c'est parce que ça vient d'être ajouté. C'est une très bonne question. J'ai un éditeur de liste où je vais pouvoir créer automatiquement mes vues d'affichage des champs. Et cette vue d'affichage de champs, je vais la retrouver, hein, excusez-moi. Ça n'a peut-être pas été déployé sur la démo. Bien évidemment, je peux changer la taille des vignettes, passer sur des vignettes plus grandes, plus petites. J'ai une vue maçonnerie ici qui me permet de faire une vue un peu plus sexy de mon application. J'ai mes systèmes de notification ici qui s'affichent. Donc on voit par exemple que Jennifer, à qui j'ai demandé de faire un travail, a répondu. Et tout est géré à travers des URL ici, vous voyez. Donc ces URL ici, il suffit de cliquer sur l'URL et Jennifer a répondu en disant « je m'en occupe ». Voilà. Donc j'ai bien reçu la notification dans l'appli, j'ai reçu la notification par mail parce que je suis abonné aussi aux notifications par mail. Et ici, au niveau du système de notification, je vais pouvoir définir si je veux les recevoir par mail dans l'application, etc. en fonction des différents types de notifications qui peuvent s'adresser à moi. On a bien évidemment une recherche par facette, avec des recherches facettes sur les tags, des recherches facettes sur les intervalles de date. Donc tout ça a été repensé de manière beaucoup plus efficace. D'accord ? Et tout se met bien évidemment à jour. Si je veux toutes les images qui sont validées clients, je vais revenir ici sur ma requête et on a bien ajouté ici les deux valeurs qui sont architecture et validé client. Je peux retirer la requête sur les architectures et ne plus récupérer que les images qui ont le tag validé client et ainsi de suite. Donc là, on voit qu'il y a bien deux tags en plus. Donc je peux aller dans l'interface, dire je veux voir deux tags et à ce moment-là, je vais afficher toutes les tags sur les images. On va passer rapidement sur la partie des paramètres, je vous montre ça très rapidement. Au niveau des paramètres, donc je peux complètement paramétrer mes workspaces. Je vais pouvoir entièrement définir mes attributs. Donc mes attributs sont les champs documentaires. Je peux typer mes champs avec beaucoup plus de souplesse et de largeur que ce qu'on pouvait le faire avant. Je peux définir si un champ appartient à une classe particulière. Donc ça, c'est aussi une grosse évolution. Là, j'ai créé un attribut. Cet attribut appartient à la classe publique. Mais si je vais dans les classes d'attributs ici, je vais pouvoir créer une classe d'attributs. Donc, je crée une nouvelle classe d'attributs. Je vais l'appeler privé, par exemple. Je crée cette classe d'attributs. Elle va apparaître maintenant ici. Je vais pouvoir définir si la classe est éditable, pas éditable. Et ensuite, je peux rattacher mes attributs à cette classe. Bien évidemment, si je vais dans les classes d'attributs, ici, on va voir que quand j'édite la classe privée, je vais pouvoir, en retirant ici public, la rattacher à des groupes. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez créer des attributs qui ne sont visibles, des champs qui ne sont visibles que par certains groupes d'utilisateurs. Bien évidemment, tout est organisé autour de la gestion de groupes qui sont managés par Keycloak. Donc, on applique des droits aux utilisateurs dans des groupes et à ce moment-là, ils accèdent au contenu. On a vu que les attributs permettaient de faire des choses assez étonnantes en matière d'organisation. On a la même chose sur les renditions. Ici, si je passe sur les renditions, donc j'ai mon document original, j'ai mes bases définitions techniques et tout est totalement paramétrable sur ce qu'on peut faire.
On peut fabriquer des vidéos courtes à partir d'un film. On peut watermarker des vidéos directement avec l'application, donc c'est fait pour. Et je vais pouvoir effectivement ici paramétrer de quoi est-ce que cette rendition est faite à partir de. Et de la même manière qu'on a des renditions. Watermarker, c'est rajouter un marquage dynamique sur la vidéo ou sur la photo, par exemple. De la même manière, j'ai des classes de rendition, ce qui veut dire que je vais pouvoir définir que telle ou telle rendition est utilisable par tel ou tel groupe d'utilisateurs, exactement comme pour les attributs. Et il y a le même principe ici qui existe au niveau des tags. Donc j'ai des tags qu'on a vus tout à l'heure. Donc les tags, vous pouvez les associer à des codes couleurs. Ils sont bien évidemment recherchables et exploitables. Mais de la même manière, je vais pouvoir définir des règles sur les tags. Donc si je veux créer une nouvelle règle de tag, je vais dire le groupe admin Acme a le droit de voir les images qui sont marquées validées client. Et à ce moment-là, il n'a plus accès, le groupe admin Acme n'a plus accès qu'aux images qui ont le tag validé client. Et je peux de la même manière dire ils n'ont pas le droit de voir les images qui ont le tag, ainsi de suite. La gestion des paniers, donc les facettes on a vu, la gestion des paniers. Ici au niveau des paniers, si je veux créer un nouveau panier, je l'appelle All for Content. All for Content, je crée mon panier, je peux lui ajouter une description, j'enregistre mon panier. Une fois que mon panier est enregistré ici, je vais le retrouver dans mon interface, il est ici. Mon panier est vide, donc je vais tout simplement aller sélectionner mon panier dans mon interface en disant je veux le panier All for Content. Et pour ajouter des images au panier, il suffit ici simplement de cliquer sur le petit bouton et les images s'ajoutent au panier. Une fois que j'ai fabriqué mon panier, je vais pouvoir aller revoir mon panier ici avec mes images à l'intérieur. Et sur un panier ici, je vais par exemple pouvoir demander à l'application de me fabriquer une intégration avec un expose. Et ça va nous permettre la génération automatique. Ça va nous fabriquer automatiquement une publication. Donc je vais synchroniser la publication. Elle n'a pas de publication par an. Je vais l'appeler All for Content mercredi. Je vais pouvoir la protéger par un système de gestion des droits d'accès des utilisateurs ou un mot de passe unique, etc. Et je vais pouvoir choisir un profil d'affichage. Donc là, je vais prendre le profil, par exemple, Salon Andam, qui était un salon auquel on était il n'y a pas longtemps. Je crée et synchronise. À ce moment-là, automatiquement, vous voyez, l'application va synchroniser. Mes médias sont sortis du périmètre du DAM. Ils rentrent dans des volumes de type S3, donc de type Object Storage, qui sont bien identifiés indépendamment du DAM, donc pour des raisons de sécurité évidentes. Et par exemple de la diffusion CDN, quand j'ai besoin de diffuser à large échelle des contenus. Et je vais pouvoir ici retrouver ma publication. En cliquant dessus, je vais ouvrir ma publication. Ça a intégré un logo, ça a intégré de l'éditorial. Et ça m'a fabriqué une publication avec les 4 assets que j'ai ajoutés dedans. Et tout ça, c'est totalement templétisable, habillable comme vous le voulez. Donc habillable avec des marques, habillable avec des lancements de produits, habillable avec ce qu'on veut. Voilà, des émissions de télévision, tous les cas d'usage sont... Et j'ai bien évidemment retrouvé ici la liste de toutes les publications qui existent. Et je peux naviguer dans les publications qui sont disponibles. Bien évidemment, les publications peuvent être disponibles de telle date à telle date, n'être accessibles qu'à partir du temps, jusqu'au temps, etc., etc. Bien évidemment, oui, ça peut être de la vidéo. Alors la vidéo, elle est nativement gérée dans Phrasea. Je vous ai pas montré de la vidéo, donc je vais simplement ici aller dans les facettes, enlever le filtre valider client et je vais lui dire moi ce que je cherche, c'est des documents de type vidéo. Donc je vais prendre MP4 ici dans les facettes. Je prends une vidéo, je fais un double clic dessus, je vais ouvrir directement ma vidéo. Donc là, j'ai la possibilité de lire l'original. Je suis sur la version originale du document, mais je peux aussi ici avoir une vidéo watermarkée. Et à ce moment-là, je vais me retrouver avec la même vidéo sur laquelle on a ajouté un marquage sur la vidéo. Voilà. Ou une short. On a fabriqué aussi une vidéo resume. Et à ce moment-là, vous allez voir que j'ai une vidéo qui, elle, est très courte. Et elle prend que des séquences dans ma vidéo pour fabriquer un short. Est-ce que vous avez des questions ? On parle beaucoup des droits d'accès aux utilisateurs, mais on ne parle pas beaucoup des droits d'usage des images et choses comme ça. Comment est-ce que l'on gère une relation entre une image et un contrat d'auteur ? Alors,
Ça, aujourd'hui, c'est pas vraiment... On va le gérer avec des attributs, je pense, assez facilement. On va le gérer avec des documents PDF que vous pourrez associer et regrouper dans une couche que je ne peux pas vous montrer aujourd'hui, parce que le back est développé, le front n'est pas encore développé, qui sont les stories dans Phrasea. Les stories, en fait, ça va vous permettre de créer un autre niveau que celui des collections qu'on a vu et de créer des stories. Donc, dans une story, vous pourrez avoir effectivement un document PDF, une vidéo de présentation d'un produit, une fiche produit, un contrat lié au droit d'usage de l'image du mannequin, par exemple, qui est sur la photo. Donc, tout ça est possible à travers les stories. Et c'est une couche supplémentaire qui vient d'être développée, mais qui n'est pas encore disponible dans l'interface. Là, on est en train d'écrire le front, justement. Il va y avoir une scission de l'interface ici entre la barre latérale de gauche et l'apparition d'une nouvelle barre latérale à droite. Et on retrouvera dans la barre latérale à droite les paniers et les stories. Et de la partie gauche, on ne gardera que tout ce qui concerne la recherche dans l'application. Voilà. Tout ce que je vous ai montré là aujourd'hui est bien évidemment aussi disponible. Donc vous avez toutes les routes API qui sont ici proposées. Donc je vais simplement charger l'API plateforme et je vais retrouver toutes les routes API qui existent pour l'application et qui sont bien évidemment documentées. Et de la même manière que tout ce que je vous ai montré qu'on peut faire en interface dans l'application, c'est aussi disponible dans le back-end ici. Et je vais retrouver mes workspaces, je vais retrouver mes collections, je vais retrouver mes assets, je vais retrouver mes réglages, je vais retrouver mes intégrations dont on a parlé tout à l'heure. Donc si je vais dans la couche des intégrations ici, je vais retrouver par exemple la liste de toutes les intégrations qui ont été faites sur ce workspace. Voilà. Oui. Chaque filiale, c'est un workspace, alors comment sont organisés En fait, c'est pas forcément un workspace par filiale. C'est vraiment à étudier en fonction de l'implémentation qu'on a à faire chez vous. Ça pourrait très bien être des collections. Donc le premier niveau, parce qu'il y a de la hiérarchie sans une réelle limite de profondeur, les ACL, les droits se donnent au niveau de la collection. Donc ici, quand je suis dans un workspace et que j'édite par exemple le workspace, alors celui-ci, je n'ai pas les droits dessus, et on voit bien qu'ici, quand j'essaie de l'éditer, je ne peux que modifier mes notifications. Par contre, si je vais sur Webinar, où cette fois-ci, mon groupe d'appartenance me permet d'accéder, je peux là aller modifier la collection, et je vais pouvoir définir quels sont les droits d'accès de mes utilisateurs au niveau de la collection. Voilà. Donc, je peux à la racine donner des droits ou descendre à des niveaux inférieurs et donner des droits aux utilisateurs. Donc, un workspace, plusieurs workspaces, je n'ai pas vraiment la réponse. Aujourd'hui, ce qui va surtout guider la mise en œuvre de plusieurs workspaces, ça va être des besoins d'indexation très différents. Et encore une fois, c'était vrai davantage dans le passé, ça l'est moins aujourd'hui, puisque je peux créer des attributs et des classes d'attributs. Donc je peux très bien avoir une fiche d'indexation qui est très large, avec beaucoup de champs, beaucoup d'attributs, des attributs métiers, des attributs marketing, des attributs produits. Mais comme je vais pouvoir dire tel groupe d'utilisateurs ne voit que les attributs marketing et tel groupe d'utilisateurs ne voit que les attributs produits, etc., je n'ai pas non plus forcément besoin de créer une multitude de workspaces. Voilà. Est-ce qu'on peut rendre des attributs obligatoires à remplir? Bien sûr. Oui. Alors, je ne sais pas si je peux vous le montrer, mais normalement, quand je suis dans le workspace ici et que je vais éditer mon workspace, alors je ne sais pas si ça a déjà été activé, attributs. Donc, au niveau de la définition des attributs, ils n'ont pas été rendus obligatoires, mais je pense qu'il y a ce qu'il faut pour le faire. Mais j'ai pas la case à cocher, là. Je poserai la question. Mais a priori, oui. Enfin, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas rendre obligatoire la saisie d'un attribut. Pas tout à fait lié aux attributs, mais pas tout à fait. Tout à l'heure, quand vous avez une indexation par lot, les champs étaient en saisie libre. Est-ce qu'il y a la possibilité de relier un thésaurus Ouais. comme ça pour éviter justement de la saisie? Alors, en fait, de thésaurus, on avait un thésaurus en Phraseanet. Aujourd'hui, dans Phrasea, on a développé une autre couche. Il faut que je vous le montre sur un autre système, parce que ça a été livré hier. Je vais aller sur Staging, juste pour vous montrer. On a créé un truc qui est... En fait, on s'est rendu compte que le thésaurus n'était pas ou peu utilisé en recherche.
il est essentiellement utilisé en indexation de manière à pouvoir guider les utilisateurs avec des listes d'indexation. Donc on a développé dans Phrasea, ici, au niveau du workspace, les entities. Les entities ici vont me permettre de créer des listes de valeurs qui sont nativement traductibles. Donc si je vais dans l'entities transport ici et que je vais dans avion, je peux lui créer des traductions, je peux lui créer des synonymes. Donc on répond à deux fonctionnalités essentielles de nos utilisateurs en matière d'exploitation du thésaurus, c'est avoir du vocabulaire contrôlé, avoir du vocabulaire traduit et gérer de la synonymie. Et l'intérêt, c'est que si je repasse ici sur mes attributs, je vais pouvoir ici définir un champ comme étant un champ de type entity, ici, et je vais pouvoir le lier ici à une liste d'entités, ou à plusieurs listes d'entités. Et à ce moment-là, quand je vais indexer, je n'aurai le choix que dans la liste qui m'est proposée. Le gros avantage, c'est que je vais choisir la valeur dans une langue, et ça va aller automatiquement alimenter toutes les langues et tous les synonymes. Voilà, donc on n'a pas redéveloppé un thésaurus, parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'entre les facettes, entre la recherche assistée, l'autocomplétion dans la recherche, le parseur de requêtes, la recherche à travers le thésaurus, on a, très honnêtement, 0 utilisateur qui l'utilise. Par contre, disposer de listes de vocabulaire contrôlé pour l'indexation, ça, c'était un must-have. Parce que dans la grosse migration et l'intégration des facettes qu'on a fait, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y a rarement de l'homogénéité dans l'indexation qui est faite par les opérateurs. Et que vous allez retrouver, si je prends un exemple dans une chaîne de télévision, divertissement avec un D majuscule tout en minuscule, divertissement tout en majuscule, divertissement avec un S, divertissement sans S, divertissement, bah non, moi j'ai mis variété, et on se retrouve avec une indexation qui n'est pas propre. Donc l'objectif de ces entités, c'est de pouvoir avoir des listes de vocabulaire extrêmement contrôlées et utilisables, et qui peuvent bien évidemment s'enrichir. Voilà. Derrière, on ira un tout petit peu plus loin, c'est la capacité de coupler une AI qui va vous retourner des labels et dire « Ok, je ne vais prendre que ceux qui existent dans ma liste d'entités. » Est-ce qu'il y a une planification, par exemple, d'intégrer la recherche en langage naturel ou autre chose? Alors, en langage naturel, on l'a déjà. Là, on est en train de commencer à réfléchir sur l'intégration de la recherche plus en mode robot conversationnel. On a déjà la couche et on l'a prototypé, la recherche depuis Slack, où je vais dire je suis connecté dans Slack à mon DAM et il me retourne automatiquement les réponses. On a toute l'intégration qui arrive avec les connecteurs pour la suite Adobe, qui devrait être disponible d'ici 15 jours à 3 semaines. Donc pour InDesign, pour Photoshop et d'autres fonctionnalités qui vont arriver, notamment des trucs sur lesquels on est en train de travailler, qui sont un peu chauds, qui sont la possibilité d'ajouter sur l'image un point d'intérêt. Point d'intérêt qui pourrait être la source de crop automatique sur des assets. Voilà. Je prends le cas d'une photo d'un produit. Le point d'intérêt, c'est des chaussures, parce que vous illustrez la vente de chaussures. Par contre, j'ai toute la photo du mannequin. Moi, je veux mettre mon point d'intérêt sur la paire de chaussures. Parce que si je veux pouvoir vous proposer des fonctions de crop automatique sur l'image, fabrication d'un gabarit pour Facebook, pour Twitter, pour X, pour les réseaux sociaux, etc., je veux pouvoir déjà essayer d'automatiser et de me positionner au bon endroit. Parce que bien évidemment, ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'on a ici toutes les fonctionnalités qui permettent de faire du partage. Je veux créer un lien public sur un asset en mode avancé, par exemple. Je crée un nouveau lien public, le lien est valable de telle date à telle date. Bien évidemment, les liens sont révocables, j'ai terminé. Ici j'ai un lien, alors ça c'est bizarre, ça ne marche plus. J'avais les fonctions qui me permettaient de faire des partages directement vers les réseaux sociaux, mais ça a disparu. Ah non, je ne suis pas au bon endroit, pardon. Je vais ici créer un partage sur cette image, créer un lien, et à ce moment-là, je vais ouvrir directement automatiquement avec la fabrication d'une URL qui est extrêmement sécurisée,
la possibilité de partager vers tous les réseaux sociaux automatiquement. Enfin, pouvoir m'interconnecter avec tous les réseaux sociaux et faire du partage sur mes assets. Voilà. L'habillage de l'interface, super facile, je peux changer de thème. Si je veux passer sur le thème Barbie, je passe sur le thème Barbie, les boutons viennent d'être arrondis, l'interface a changé de couleur, etc. Donc ça, c'est tout l'intérêt de l'utilisation de matériel UI pour le développement du front. Voilà. D'autres questions? Non? On est bon? Fantastique. Merci pour votre présence, même si vous n'étiez pas nombreux.